With Lululemon, the real gift happens when they're living in it. When you give the fan favorite everywhere belt bag, the real gift is... And when the ultra-soothing Rest Feel slides are the gift, you're really giving them... This holiday, Lululemon makes it easy to give little luxuries that go beyond. Open the moment. Shop now at Lululemon.com. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. Le programme que vous allez écouter est un récit qui admet la culpabilité d'O.J. Simpson dans le meurtre de Nicole Brown et Ron Goldman. Bien que de nombreuses preuves et témoignages aillent dans ce sens, il convient de rappeler qu'O.J. Simpson a été acquitté par la justice en 1995. Palace Station Hotel, Las Vegas, 2007. Les caméras de surveillance filment un étrange trio qui avance rapidement dans le couloir de l'hôtel. Parmi eux, il y a O.J. Simpson, 60 ans, et 2 complices armés. O.J. a besoin d'argent. Il est persuadé qu'il a eu une bonne idée. Il frappe à une porte. Bruce Fromong, la cinquantaine, ouvre. Un sourire apparaît sur son visage. « O.J., mon pote, tu fais quoi à Vegas ?» O.J. entre sans répondre. Des cartons de souvenirs sportifs sont empilés contre le mur. Un butin de grande valeur. O.J. pointe du doigt les cartons. « Ça, c'est à moi. » Les 2 hommes remplissent leur sac avec leur butin. Bruce Fromong n'en croit pas ses yeux. « C'est ma collection. » Son ami de longue date vient le cambrioler. Il tente de négocier. « Il n'y a pas de négociation, » répond O.J. 13 ans plus tôt, O.J. est sorti libre du procès du siècle, où il était accusé du meurtre de sa femme Nicole Brown Simpson. Alors, ce n'est pas un petit cambriolage qui va lui faire peur. San Francisco, 1956. Potrero Hill. Dans ce quartier défavorisé, les trottoirs sont craquelés, envahis par les mauvaises herbes. Une voiture de police s'arrête brusquement devant un magasin. « Attrapez ces morveux !» hurle un passant. 5 gamins tentent de s'échapper. Un policier saisit l'un d'eux par le col. « Pas si vite, sale gosse !» Les autres sont vite attrapés. Vous pensez pouvoir voler comme ça, hein? Des insultes racistes fusent. Petite raclure noire. Les enfants tremblent. Vos noms, dit le flic froidement. Un des garçons lève la tête, fièrement. Orenthal, dit-il. Orenthal James Simpson. Et ça te fait quel âge, négro, avec ce prénom la con? Demande le flic. 9 ans. Allez, tu viens avec nous, dit le chef. On va raconter ça à ta mère, petit con. La voiture traverse les rues sombres. Des graffitis couvrent les murs des immeubles. Orenthal regarde par la fenêtre, silencieux. Il déteste les flics. Toujours des blancs racistes qui pensent que les blacks sont bons à rien. Un jour, il va leur prouver le contraire. La voiture s'arrête devant une petite maison en mauvais état. « Allez, chef, dehors !» ordonne le flic. Il marche vers la porte. Une femme ouvre, le visage inquiet. « Votre fils a été pris en flagrant délit de vol. » Elle secoue la tête, désespérée. « Qu'est-ce que tu as fait, Orenthal ? Surveillez-le mieux, ou la prochaine fois, ça sera le centre de correction. » Orenthal voudrait bien aider sa mère. Alors il cherche parfois des plans pour lui ramener un peu d'argent.
Ce jour-là, il se dirige vers le stade de la ville, où les 49ers de San Francisco jouent un match de football américain. Il s'arrête devant le guichet. Il prend une grande inspiration, mouille ses joues pour simuler des larmes. Le vendeur le regarde, intrigué. « Bonjour, monsieur », commence Orenthal. « Je veux vraiment voir le match, mais j'ai pas d'argent. » Le vendeur hésite, le regarde attentivement. Orenthal continue, la voix cassée. « Ma famille est pauvre. Je suis noir. On n'a rien. » Le vendeur soupire. « Ce gamin a vraiment une tête d'ange, se dit-il. » Il fouille dans le tiroir, en sort un ticket. « Tiens, c'est pour toi. » Orenthal prend le ticket, le visage illuminé. « Oh, merci, monsieur. » Il tourne au coin de la rue et retrouve ses amis. Ils rient ensemble. Orenthal brandit le ticket comme un trophée. « Regardez ce que j'ai !» Ils applaudissent, admiratifs. Le vieux a marché à fond. Maintenant, il n'y a plus qu'à revendre le billet. Orenthal découvre qu'il a un pouvoir. Comme les héros des comic books. Avec son sourire, son air de beau gosse, il peut obtenir tout ce qu'il veut. « 1964. La radio crépite dans la voiture de police. Voilà l'étalage. Épicerie à Potrero Hill. Encore les gamins du gang Persian Warriors. Les policiers se mettent en route. Les sirènes retentissent. La voiture s'arrête devant le magasin. Le propriétaire attend dehors, nerveux. « Ces sales gosses, j'en peux plus !» dit-il. Sa femme hoche la tête, les bras croisés. Cette fois, on les a reconnus. Les policiers écoutent attentivement. « Orenthal James Simpson, on connaît sa mère. » Les policiers notent le nom. « C'est bon, on s'en charge. » Ils remontent dans la voiture. La radio crachote des ordres. « On va l'attendre chez lui. » Orenthal rentre chez lui. Il a maintenant 16 ans. Il tient une bouteille qui lui reste du cambriolage. Il avance tranquillement, un peu ivre, et tourne à l'angle de la rue. Sa maison est en vue. Il s'arrête un instant, sent quelque chose de bizarre. Une voiture de flic arrive brutalement. « Orenthal James Simpson ?» Les flics arrivent au centre de détention pour mineurs. Le gamin, Orenthal, il n'a que 16 ans. Mais il est déjà particulièrement costaud. Il descend de la voiture, entouré par les policiers. Les portes du centre s'ouvrent. Orenthal entre sans un mot. Les policiers remplissent la paperasse. « Un week-end au frais, ça te fera les pieds. » Le lundi matin, les portes s'ouvrent enfin. Orenthal marche, la tête basse. Sa mère est venue pour le récupérer. Il n'a jamais eu aussi honte. Quelques jours plus tard, en rentrant du lycée, Orenthal pousse la porte d'entrée et monte directement dans sa chambre. Mais un visiteur l'attend dans le salon. Un certain Willie Mays, star de baseball des San Francisco Giants. Orenthal le reconnaît instantanément. Il n'en croit pas ses yeux. « Salut Orenthal », dit-il calmement. Willie s'avance, lui tend la main. « Je connais l'un de tes oncles. C'est lui qui m'a demandé de venir. »« Pourquoi ?» s'interroge Orenthal. « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Ils sortent de la maison, montent dans la voiture de Willie. « J'ai entendu dire que tu étais doué en sport. » Les rues défilent rapidement. Elles deviennent plus propres, plus cossues. Ils arrivent devant une magnifique villa. Willie ouvre la porte. C'est sa maison. Les murs sont décorés de photos et de trophées. Tout ça, je l'ai eu grâce au sport. Pour Orenthal, c'est un choc. Tu peux réussir, toi aussi. Alors oui, c'est décidé. Il deviendra une star de football américain. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Peacock and the new original docuseries, Making Manson. In 1969, Charles Manson and his followers committed 7 brutal murders in Los Angeles that would make him infamous. Now, with access to over 100 hours of phone recordings between an incarcerated Manson and his closest confidant, a new story will unfold with shocking revelations from the man himself.
Making Manson streams November 19th only on Peacock. Los Angeles, été 1965. Quartier de Watts. Des flammes illuminent la nuit. Une patrouille de police de LA avance lentement. Les rues sont jonchées de débris. Il y a des voitures incendiées, des vitrines brisées. Depuis plusieurs jours, un climat de guerre civile règne dans ce quartier défavorisé, où la communauté noire se rebelle contre les violences policières. Il y a déjà eu une trentaine de morts. Un groupe de flics se tient en formation. Ils frappent sans réfléchir. Tous ceux qui sont noirs sont coupables. « 1967. Orenthal se fait maintenant appeler O.J. ou Juice, c'est encore plus cool. Tous ceux qui le connaissent le disent. Il est méconnaissable. Fini le look de petite frappe. Il est devenu un sportif de haut niveau, avec une aura incroyable. O.J. a compris qu'il fallait mieux être politiquement correct, et refuse d'ailleurs de parler de la cause des Noirs américains. Il clame qu'il n'est ni noir ni blanc. Il est O.J. avant tout. Une future star, un Américain. D'ailleurs, aujourd'hui, O.J. se marie. Son costume est impeccable, noir, bien ajusté. Margaret Wintley entre dans la pièce. Sa robe blanche contraste avec sa peau. Elle avance, un sourire timide aux lèvres. Elle est amoureuse, surtout depuis qu'O.J. a laissé tomber les activités illégales. Il est devenu l'un des joueurs les plus prometteurs de son collège. Le prêtre demande les vœux. O.J. prend une grande inspiration. Il regarde Margaret dans les yeux. « Je te promets de t'aimer et de te protéger toute ma vie. » Los Angeles, 1972. Mulholland Drive. O.J. Simpson entre dans sa maison, une belle propriété où il s'est installé avec Margaret et leurs 2 enfants en bas âge. Il claque la porte violemment. Il n'est pas content. Margaret est dans le salon, près de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu as raconté aux voisins ?» dit-il froidement. Margaret recule. « Je dis juste la vérité, O.J. Tu deviens violent. » O.J. serre les poings, ses muscles se tendent. « Tu veux détruire mon image ? Tu veux qu'on me retire mes contrats publicitaires ? Pauvre conne !» Il s'avance, imposant. Margaret reste immobile. « Tu as changé, O.J., depuis que tu es célèbre. » O.J. rit. « Et toi ? Tu as changé aussi. Tu es devenu riche, grâce à moi, sale ingrate. » Margaret secoue la tête. « Riche ? À quel prix ?» O.J. fait un pas de plus. Son visage arrive à quelques centimètres de celui de sa femme. « Tu vas faire quoi ? Me frapper ?» Margaret le regarde, défiant. Elle tremble. « Je fais tout ça pour nous, pour toi, pour les enfants. » Margaret secoue la tête. Des larmes roulent sur ses joues. « Nous ? Non, O.J. Tu fais ça pour toi. » « 1973, un an plus tard. La voiture de l'agent Terry Shower s'arrête devant une imposante maison de Los Angeles. La police a reçu un appel d'urgence d'une femme qui dit s'être fait agresser par son mari. Le policier avance lentement vers la porte. Par terre, il y a des mèches de cheveux noirs. La jeune femme, Margaret, ouvre la porte. Son visage est marqué par la peur. Ses yeux sont rouges, elle tremble légèrement. « Il m'a arraché les cheveux, je veux partir. » Le policier regarde dans le salon. Des meubles renversés, des éclats de verre au sol. « Vous êtes seul ?» demande-t-il. « Il y a mes enfants. »« Vous n'avez pas une voiture ?» demande-t-il encore. Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. « Non, je n'ai rien, je veux juste partir. » Le policier réfléchit un instant. « Mais vous êtes sûr de ne pas vouloir porter plainte ?» Elle hoche la tête. « Oh non, non, non. Surtout pas. Mon mari, c'est O.J. Simpson, le célèbre sportif. Vous comprenez ?» Beverly Hills, 1977. O.J. Simpson vient déjeuner au club privé The Daisy. Les lumières tamisées créent une ambiance chic dans ce lieu célèbre de Los Angeles. Les tables sont occupées par des visages célèbres. O.J. avance, saluant quelques connaissances. Il s'assied à une table près de la fenêtre. Le menu est posé devant lui. Il le parcourt rapidement. Les plats s'appellent sandwich Robert Redford, steak Jack Lemmon, salade Natalie Wood.
Mais rien ne l'intéresse vraiment. Son regard se pose sur la nouvelle serveuse, une magnifique blonde d'à peine 18 ans. Elle se présente. Elle s'appelle Nicole. Et c'est son tout premier jour. « Puis-je prendre votre commande ?» O.J. la fixe longuement. Il imagine son corps nu sous sa tenue. « Un O.J. Simpson, s'il vous plaît, » dit-il enfin. Nicole note la commande, un peu hésitante. « Oui, j'ai un plat à mon nom. Ça en jette, non ? » « Oui, ça doit être drôle de manger son propre plat, » répond Nicole timide. « Vous devriez y goûter, c'est irrésistible, » ajoute O.J. Quelques semaines plus tard, O.J. invite Nicole à le rejoindre à l'hôtel. Ils se sont déjà vus plusieurs fois. Ce soir, ils se retrouvent dans une suite luxueuse. O.J. caresse le visage de Nicole, ses cheveux blonds encadrant ses traits délicats. D'un seul coup, il arrache son pantalon, le déchire même. « Je t'en achèterai un autre. »« Et ton mariage ?» demande Nicole. « C'est un mariage raté, » répond-il en retirant sa culotte. Nicole frissonne, tandis que les mains d'O.J. courent sur tout son corps, comme deux chiens affamés. Ils s'embrassent, font l'amour, longtemps, passionnément, violemment. C'est décidé, cette fille, O.J. ne la laissera jamais repartir. Jamais.